Salut, lors de ma précédente vidéo sur le test du Surface Book 3, je vous ai suggéré la possibilité de faire d'autres reviews tech, et il me semble que l'idée a généré un certain enthousiasme parmi vous, notamment à propos d'une de mes grandes passions, les courses. Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Alors évidemment, il s'agit bien entendu des claviers mécaniques, comme vous pouvez le voir ici, et notamment la possibilité de fabriquer son clavier custom en AZERTY, ce qui n'est pas la chose la plus simple du monde. Je suis pourtant la preuve vivante que c'est possible et que ça existe. Donc ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment on fait. Petite précaution d'usage, c'est comme les petits disclaimers sur les sites de paris en ligne. Si vous mettez le pied dans le monde merveilleux des claviers mécaniques, vous n'en ressortirez probablement pas indemne, et votre portefeuille non plus. Comme d'habitude pour ces hobbies un petit peu de niche, si vous vous posez des questions, si vous avez des interrogations, si vous cherchez des inspirations, c'est direction Reddit ou direction GeekHack qui a une section de son forum très active sur les claviers mécaniques. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens à chaque fois qui sont cités pendant cette vidéo en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez envie d'explorer un petit peu plus loin. En tout cas, avant de commencer directement les mains dans le hardware, il faut faire un petit peu de théorie avant pour comprendre en fait comment fonctionne un clavier, et c'est seulement après avoir compris ça qu'on pourra réfléchir à comment faire un clavier AZERTY. Vous allez voir, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Alors un clavier mécanique, c'est quoi? C'est un clavier qui, contrairement à un clavier de laptop ou un clavier Apple par exemple, n'utilise pas des membranes en caoutchouc pour faire contact avec le circuit imprimé et donc envoyer une information, mais un switch. Et le switch, c'est un mécanisme en plastique et en métal sur lequel on va placer une touche en fait, et lorsqu'on appuie sur la touche, on appuie sur le switch qui, via son mécanisme, va faire contact avec le circuit imprimé. En gros, vous voyez les claviers IBM des années 80, c'est ça un clavier mécanique. Donc si vous êtes né dans les années 90 et que vous avez connu les premiers ordinateurs personnels, il y a des chances que vous ayez déjà eu un clavier mécanique entre les mains. Alors l'avantage de ce type de clavier, c'est d'abord le confort de tape qu'on va ressentir de différentes manières. D'abord il y a le feedback physique, il y a la durée du voyage, pour le traduire littéralement de l'anglais, c'est-à-dire le temps que va mettre la touche pour s'enfoncer et activer le circuit imprimé. Le son, bien sûr, c'est très important, mais aussi la personnalisation. Sur un clavier mécanique que l'on construit soi-même, on va pouvoir sélectionner chaque partie du clavier très précisément pour faire en sorte qu'il soit adapté à notre expérience, sur mesure, ou tout simplement pour se la péter sur Reddit. Sachez que certaines pièces sont si rares qu'un clavier peut facilement coûter dans les 500 €, voire plus. Un clavier mécanique, c'est généralement composé d'un boîtier, case, du circuit imprimé, PCB, d'un plateau, plate, des switch, de stabilisateurs, stabs, et des touches, keycaps. Pour plus de facilité, j'utiliserai souvent les termes anglais parce que c'est les plus répandus en fait, et c'est ceux qui sont utilisés par la communauté. Le case, c'est donc la base de votre clavier. Il peut être en plastique, il peut être en aluminium, mais aussi en bois, en laiton, en acrylique, bref, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez, l'imprimer en 3D ou le faire dans un atelier de menuiserie. Diable, même en plâtre ou en ciment si c'est ça qui vous excite. L'important c'est juste qu'il y ait les pas de vis aux bons endroits et à la bonne hauteur. Ensuite le PCB, Print Circuit Board, c'est le cœur et le cerveau du clavier. C'est lui qui va déterminer le nombre de touches, la taille, l'alimentation, la disposition, le fait d'être programmable ou non, la présence d'éventuels artifices tels que des écrans AMOLED, des potentiomètres ou des LED. Le plateau lui aussi peut être de différentes matières, mais généralement c'est du métal, et c'est ce qui va permettre au switch et au stabilisateur de rester en place. A noter que tous les claviers n'utilisent pas forcément de plate. Ensuite viennent les switches, les stabilisateurs et les touches. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Le choix du switch va contribuer à 85% de votre expérience de tape. Il en existe de plusieurs sortes et pour tous les prix, et ils sont généralement classés en fonction de la sensation de tape. Il y a des switches linéaires qui sont les switches qui vont s'enfoncer directement de manière linéaire sans étape dans leur voyage. Les switches tactiles, eux, qui vont s'enfoncer en 2 ou plusieurs étapes, donc ils vont avoir un feedback physique plus évident. On va ressentir un tactile bump, comme on dit, lorsqu'on arrive à mi-parcours.
Ensuite, le son du Switch peut aussi être différent, il peut être clicky lorsqu'il est tactile ou plus silencieux. Le son va aussi dépendre de la qualité du plastique des touches, du matériau de la case, de si vous y avez inséré de la mousse, de si vous avez lubrifié vos Switch. Les Switch les plus répandus, ceux qu'on trouve dans plein de claviers mécaniques, c'est les Cherry MX, et ils existent dans plusieurs couleurs pour pouvoir les classer, c'est un petit peu chaque couleur a sa spécificité. Et ces couleurs ont beaucoup été reprises par d'autres fabricants, comme par exemple Gateron. Donc c'est un petit peu le standard de l'industrie. Par exemple, le Cherry MX Brown, qui est un des Switch les plus répandus, on dit qu'il est tactile mais pas trop clicky. C'est un des Switch les plus silencieux chez Cherry MX. Mais chez Gateron, on va également trouver un Silent Brown, qui est un dérivé du Brown, mais en plus silencieux et en un peu moins tactile. Là par exemple, on a deux claviers. Celui avec la case noire, il a une case en plastique. Il a des touches en plastique PBT, donc elles sont un petit peu plus épaisses et elles font un bruit un petit peu plus mat. Et sur les Switch, ce sont des Cherry MX Brown, donc les classiques de chez Classic. Et en face, on a le clavier gris, dont la case est en aluminium. Les touches sont en plastique ABS, donc plus fines, un peu plus aiguës. Et les Switch sont des Gateron Silent Brown, donc qui donnent à peu près la même sensation que leur comparse Cherry MX Brown, mais en plus silencieux. Les stabilisateurs permettent de rajouter de la stabilité aux grandes touches, telles que la touche entrée, la barre d'espace ou la touche backspace. Et ils sont constitués d'une fine barre de métal et de deux petits mécanismes en plastique de part et d'autre du Switch. Et eux aussi, il faut un peu les customiser en les lubrifiant notamment, si on veut pas en fait qu'ils ruinent l'expérience de tape qu'on a mis énormément de soin à mettre au point. Les touches sont évidemment ce qui va donner un look à votre clavier. Les keycaps sont vendus dans des keysets qui sont bien souvent en série limitée. De manière générale, dans le monde du clavier mécanique, comme dans tous les hobbies un petit peu de niche, la communauté très active est aussi celle qui crée, car les fabricants plus gros sont un petit peu à la traîne. Ce sont donc souvent des passionnés talentueux qui proposent des nouveaux keysets, mais également des concepts de clavier ou des cases en bois compatibles avec certains PCB par exemple. Le procédé est généralement le suivant: un designer propose ce qui s'appelle un interest check, un IC, sur un forum spécialisé, agrémenté souvent de rendus en 3D. Et si l'IC récolte assez d'intérêt, alors le designer va pouvoir contacter un des rares fabricants à encore mouler des touches de clavier, et ils vont se mettre d'accord sur un tarif. Le designer va alors organiser un group buy, un GB, limité dans le temps, c'est l'équivalent d'une précommande en fait. Donc vous payez votre keyset basé sur les rendus ou sur les photos d'un prototype, et vous le recevrez dans 3 mois ou 6 ou même dans un an parfois. Certains sites de e-commerce sont spécialisés dans ce fonctionnement qui est peu ou prou celui des séries limitées, comme le site drop.com par exemple, sur lequel on va aussi trouver des sacs à dos d'ailleurs. Dernier point sur les touches, ce qui va nous permettre de transitionner tranquillement sur la partie suivante. Les touches ont très souvent un profil sculpté. Ça veut dire que si vous prenez dans votre main la touche 1 et la touche N, et que vous les regardez de profil, vous vous rendrez compte qu'elles n'ont pas la même hauteur ni le même angle. Ça permet de garantir une expérience de tape plus ergonomique. En fonction de la ligne de votre clavier, qui sont numérotées, les touches ne vont pas avoir le même profil. Et là, vous me voyez venir, elles ne peuvent donc pas être interverties. Sauf exception, bien sûr, il y a toujours des exceptions, comme celle des profils non sculptés, comme par exemple le profil XDA. La disposition des claviers, c'est vraiment le cœur de notre sujet, qui est celui de l'AZERTY. Et si on ne comprend pas comment fonctionne un clavier et comment fonctionne cette disposition, on ne comprendra jamais comment faire un AZERTY facilement. La disposition d'un clavier, c'est une combinaison de 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est la disposition hardware, c'est-à-dire les endroits du PCB où vous avez soudé vos switches. Il existe 3 dispositions principales. La disposition ANSI, utilisée sur le continent américain et qui est reconnaissable parce que la touche entrée, elle est horizontale comme une touche Shift. Ensuite, il y a la disposition ISO qui est utilisée en Europe, reconnaissable avec sa touche entrée en F inversée. Et ensuite, il y a la disposition JIS qui est la disposition japonaise qui est reconnaissable avec sa touche backspace toute petite. Ces dispositions, elles ne changent pas seulement la forme de certaines touches, mais aussi leur nombre et leur position. Le second paramètre, c'est la disposition software. Car le hardware, lorsqu'on presse une touche, il n'envoie pas le caractère.
Quand je presse A sur mon clavier AZERTY par exemple, mon PCB n'envoie pas A à mon ordinateur. Il envoie une position. Il envoie seconde touche de la colonne numéro 3. C'est mon système d'exploitation, ensuite, Windows ici en l'occurrence, qui va interpréter cette position en fonction de mes paramètres régionaux. Si j'ai choisi dans Windows une disposition en français, qu'on appelle officiellement ISO-FR, le caractère qui s'affichera à l'écran sera un A. Si j'ai choisi une disposition du Royaume-Uni, officiellement on l'appelle ISO-UK, ce sera un Q. Donc là par exemple, j'appuie sur la même touche, mais je change dans Windows la disposition, le paramètre régional, et du coup le résultat est différent. Alors maintenant qu'on a compris comment fonctionne un clavier, ça facilite grandement les choses, mais ça les complique un petit peu aussi. Tout d'abord, vous devez trouver une combinaison case PCB plate qui accepte une disposition ISO. Donc bien souvent ça va aussi avec le fait que le PCB est programmable. Pour cela, l'option cheap pour débuter que je vous conseille, c'est KBD Fans, qui est un site chinois qui fabrique des PCB de très bonne qualité et à prix abordable. Par exemple, pour du 65%, le KBD 67 ou le TADA 68 font très bien l'affaire. Dans ce cas-là, il va falloir acheter toutes les parties séparément et vous procurer un fer à souder pour fixer les switches, à moins que le PCB ne soit équipé de hot swap. C'est des petits fixeurs qu'on soude directement sur le PCB qui permettent d'insérer les switches directement, de pouvoir mettre et enlever des switches sans avoir besoin de souder. Mais il faut que ces hot swap ils soient en disposition ISO, sinon ça ne marche pas. Et donc des PCB équipés de hot swap en ISO, c'est assez peu probable. Une autre possibilité pour trouver des claviers compatibles, c'est de visiter les sites des vendeurs européens, logique, qui sont plus à même de vendre de la disposition ISO, mais souvent plus cher, avec des stocks aléatoires, je vous mettrai des liens en description. Une fois votre clavier ISO monté, on verra ça tout à l'heure, reste la question des touches. Il n'existe pratiquement aucun keyset qui propose du ISO-FR, c'est trop spécifique, le marché est trop petit. Le seul que je connaisse est le Cat Milkshake, qui est designé par Bip, qui est un designer français, et qui offre en plus du set de base une variante Baguette Kit qui rajoute en fait tout ce dont on a besoin pour convertir en AZERTY, donc des accents, la touche A sculptée correctement, etc. C'est un kit qui est sorti l'année dernière, donc je pense qu'il est très dur à trouver maintenant. Mais en faisant des recherches pour des captures d'écran, j'ai découvert que Bip est en train de faire un interest check sur un nouveau design de keyset. J'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai en description. Puisque là encore, il propose une variante ISO internationale, et il me semble que j'ai cru voir des accents et des touches françaises. Donc voilà, je crois que le group buy est en décembre, mais à vérifier. La seconde solution pour les touches, c'est de prendre des blanks keycaps, c'est-à-dire des touches avec aucun caractère inscrit dessus. C'est tout à fait faisable de taper sans regarder les touches, c'est même le but. Mais personnellement, je trouve que les caractères font aussi partie de l'esthétique. La troisième solution consiste à designer vos touches vous-même. Alors certains sites proposent des outils en ligne ou acceptent des fichiers vectoriels pour vraiment faire du sur-mesure. C'est le cas de Waz Keyboard et c'est moi ce que j'ai fait pour avoir mon clavier Hiragana Orange. Si mon fichier Illustrator vous intéresse, je vous mets le lien en description. Le souci de cette solution, c'est que les sites comme Waz Keyboard ne proposent qu'une seule technique de fabrication des touches, c'est l'impression UV des caractères sur du plastique ABS qui est considéré comme étant le plastique le plus cheap car le moins épais, le plus brillant, avec des caractères avec la moins bonne définition. Les keysets que l'on trouve généralement dans les group buy, c'est du PBT Double Shot, donc c'est plus mat, plus épais, il y a une meilleure définition des caractères. On a l'impression que je pinaille, mais croyez-moi, c'est pas du tout la même sensation, que ce soit visuel, que ce soit au toucher ou au son. Enfin, vous pouvez tout à fait vous procurer un keyset en ISO UK, si c'est seulement esthétique et que vous n'avez pas besoin de regarder vos touches pour taper. Par contre, vos invités risquent d'absolument rien comprendre à votre projet. Et enfin, dernière solution, c'est d'apprendre le QWERTY tout simplement. Il y a même une disposition QWERTY internationale qui permet de retrouver les accents français. Pour finir, je vous propose une petite build pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. J'ai un port USB qui a lâché sur mon premier TADA 68, j'ai donc commandé un KBD 67 et des nouveaux switches bien chers, des Xilinx V2 62 grammes Tactile Blue, sont des switches un petit peu premium qui sont censés être tactiles et silencieux, on verra. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord entièrement démonter mon TADA 68 parce qu'il faut que je récupère le plate et les stabilisateurs, parce que j'ai acheté juste un PCB. Et pour ça, il va falloir que je dessoude les switches qui sont soudés sur le TADA, et ça, croyez-moi, c'est vraiment la partie la moins marrante du projet. Il ne faut pas oublier de faire aussi, avant le montage, c'est de tester le PCB. Donc on le branche sur l'ordinateur,
et avec une pince, on va faire contact sur les fiches où sont censés s'insérer les switches. Et grâce au site de QMK, on y reviendra tout à l'heure, qui a un testeur en ligne, je peux tester que toutes les touches fonctionnent bien avant de commencer à souder, et comme ça je vérifie que le PCB n'est pas endommagé. Ensuite, je récupère donc les stabs de mon TADA, et même s'ils le sont déjà, je vais quand même remettre un coup de lubrifiant. Le lubrifiant, ça sert à étouffer tous les bruits parasites et de n'avoir que le bruit du switch et de la touche, et pas un cliquetis désagréable qui pourrait se rajouter quand je tape la touche entrée par exemple, ou la touche ou la barre d'espace. Je vais aussi appliquer des petits morceaux de pansement sur le PCB pour amortir la partie du stab qui vient taper sur le PCB. Alors vu comme ça, on pourrait croire que je suis en train d'inventer un truc pour vous faire marcher, mais en fait ça existe vraiment, c'est le Band-Aid mode. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Et effectivement, ça étouffe beaucoup le bruit des stabilisateurs, et ça permet donc d'avoir une meilleure expérience de tape. Ensuite, on va placer tous les switches dans le plate et dans le PCB. Il faut forcer assez fort pour que les switches s'insèrent bien dans le plate, qu'ils soient bien tous au même niveau. Et ensuite, on soude. Et ensuite, on teste notre soudure. Donc avant de monter le clavier, on va retourner sur notre testeur et on va appuyer sur nos switches les uns après les autres pour vérifier que toutes les touches fonctionnent. Et avant de tout assembler, on va aussi charger la disposition ISO dans le PCB. Rappelez-vous, la disposition ISO, ça se gère au niveau hardware. Donc il faut expliquer au PCB, voici comment j'ai soudé les switches, ils sont dans telle position. Par exemple, j'ai une touche mage courte avec une touche à côté. J'ai une touche entrée qui est très haute. Donc il faut expliquer au PCB la disposition qu'on a installée. Donc pour ça, on va utiliser un outil open source qui s'appelle QMK. Et donc le configurateur en ligne permet déjà de charger en fait le bon environnement du bon clavier, donc de la bonne marque, c'est ça qu'on sélectionne. Et ensuite, on va charger un layout ISO dans lequel ensuite on va personnaliser les touches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les touches classiques d'une disposition ISO. Notez bien que du coup c'est du QWERTY. Rappelez-vous que le AZERTY c'est le software, c'est Windows qui va l'interpréter. Donc il suffit de taper ISO UK dans Google Images et vous aurez devant vos yeux la disposition officielle. Et on peut aussi en profiter pour personnaliser certaines touches. Moi je sais que sur ce type de layout, j'aime bien que la colonne de droite soit réservée à la gestion du volume sonore. Ensuite, une fois qu'on a customisé notre layout, on va compiler le firmware, le télécharger et l'installer sur le PCB via encore un outil de QMK qui s'appelle QMK Toolbox, que l'on installe sur son PC et qui va nous permettre de flasher le firmware sur le PCB, c'est-à-dire d'installer la disposition directement dans le hardware, dans le circuit imprimé. Une fois que c'est fait, on vérifie avec Windows en se mettant dans le bon environnement régional, donc français. On vérifie que le clavier fonctionne, qu'on a bien un clavier AZERTY quand on appuie sur les switches. Une fois que tout ça est terminé, on monte le clavier, on peut mettre un petit peu de mousse dans la case pour encore plus atténuer la résonance du son. On monte les touches et nous voilà avec un clavier AZERTY custom. Pour terminer, un petit test de son de ces fameux switch Xilinx V2 62 grammes Tactile Blue. Donc c'est ceux qui sont dans le clavier qu'on vient de monter avec la case grise en aluminium et les touches en ABS. Et en face, on a un TADA 68 avec des Gaitron Silent Brown et des touches en PBT et une case en plastique. Et vous voyez que les sons sont complètement différents, alors qu'on est censé dans les deux cas avoir des switches silencieuses et tactiles. Voilà, je vous ai partagé tout ce que je sais sur les claviers mécaniques. Ça reste un hobby, je suis un amateur, donc peut-être que des oublis, des erreurs, des imprécisions se sont glissés pendant ces explications. N'hésitez pas vraiment à me le faire savoir en commentaire, il n'y a aucun problème. Et puis si le contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner, à partager. Et promis, les reviews de SAC reviennent bientôt, c'est le confinement, il n'y a que ça à faire. Je vous souhaite à tous très bon courage et je vous dis à bientôt. Salut!